Mon avocat, il va travailler sur mon dossier nuit et jour. Peu importe l'heure à laquelle je l'appelle, il est en train de travailler sur mon dossier, il va répondre à ma question. Oui, et en même temps non. À l'EFB, l'école du coup des avocats, on met pas forcément du coup en avant ce côté où en fait un avocat, il est aussi entrepreneur. Un avocat est également entrepreneur. C'est en tout cas ce que défend Maître Afoula. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on n'aborde pas assez cette facette du métier. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Dans cette interview, Maître Afoula partage sa vision du rôle d'avocat entre responsabilité et gestion entrepreneuriale. Maître Afoula va nous raconter son métier. Bonjour à tous, bienvenue au format Législal Raconte-moi ton métier. Alors, ce format a pour objectif de mettre en avant plusieurs métiers insoupçonnés et des métiers qu'on connaît déjà. Ici, c'est le métier d'avocat. Quel domaine tu interviens principalement en tant qu'avocat? Alors, j'interviens principalement en droit des affaires, droit commercial, droit des sociétés, droits commerciaux, fonds de commerce, le droit du travail, tout ce qui est finalement relié au quotidien de la gestion d'une entreprise. J'interviens aussi en droit de la famille, par exemple, propriété intellectuelle pour défendre les intérêts de certains producteurs de musique ou certains artistes. Très souvent, on a l'habitude de s'imaginer des plaidoiries enflammées dans les tribunaux ou une certaine image glamour du métier d'avocat. Est-ce le cas en réalité ou pas? Non. Alors, il faut savoir que si vous n'intervenez pas en droit pénal, ça ne va pas être glamour. D'accord. On a une idée erronée en fait, de l'avocat en plaidoirie. On pense que finalement les matières du droit, ça se passe comme en droit pénal. C'est très théâtral. C'est pas le cas. La première raison, c'est que on plaide de moins en moins. Le temps de plaidoirie, il est de plus en plus réduit. Cet après-midi encore, j'étais au conseil de prud'homme et il y avait un chronomètre sur la table. J'avais le droit à 10 minutes, pas plus. Pas une seconde de plus. Donc non, c'est pas comme à la télé, en tout cas devant le conseil de prud'homme ou encore devant le tribunal judiciaire, devant le tribunal de proximité. Après, on peut toujours se permettre des effets de manche quand on est sur des dossiers avec des choses qu'on considère en face finalement les demandes elles sont déraisonnables. On peut avoir sa petite minute de gloire où on en fait des tonnes, on lève les bras, on crie, on s'exclame, voilà, ça peut arriver. Mais le président va tout de suite dit calme, en fait. Quand on dit le président, c'est le magistrat souvent. Exactement. D'accord. Quels sont les défis les plus sous-estimés au quotidien en tant qu'avocat que le commun des mortels ne connaît pas? Les défis. Alors, je pense plutôt à l'organisation, en fait, ou à l'organisation de travail. Chaque client se pense, et ça doit être le cas, se pense privilégié, se dit que mon avocat, il va travailler sur mon dossier nuit et jour. Peu importe l'heure à laquelle je l'appelle, il est en train de travailler sur mon dossier, il va répondre à ma question. Oui, et en même temps, non, parce que l'avocat n'a pas qu'un client. Il faut bien qu'il puisse avoir un petit train de vie, qu'il puisse se faire des sous. Non, on n'est pas 24 heures sur 24 avec le dossier du client. On dort pas avec, quoique ça peut arriver. Mais on n'est pas constamment avec. On va pas prendre sa douche avec le dossier où on se dit, ah, je suis d'astreinte, le client va m'appeler peut-être à 1h du matin, il aura une question. On a aussi le droit au repos. Un avocat déconnecté, c'est aussi un avocat qui travaille mieux, je pense. Donc c'est plus cette vision un petit peu erronée que le client peut avoir finalement de comment un avocat organise son temps de travail. Quand on explique à certains clients qu'on n'a pas pu répondre au téléphone parce qu'on était en audience, pour certains c'est inconcevable parce qu'on doit constamment être disponible. Il y a beau avoir une secrétaire qui va répondre au téléphone ou que ce soit renvoyé vers du coup un secrétariat général ou même que ce soit un stagiaire qui réponde et qui ait du coup lui accès au dossier. Pour certains clients, et je peux le comprendre, ils seront plus rassurés d'avoir l'avocat au téléphone au moment où eux ont appelé et au moment où ils veulent du coup avoir une réponse. Donc ça, c'est des choses finalement à gérer. C'est des choses à expliquer au client au premier rendez-vous. Il faut le mettre en confiance, mais il faut aussi lui faire comprendre que oui, son dossier, c'est une priorité, mais ça veut pas dire que à 2h, 3h du matin, surtout que parfois il y a pas d'urgence, mais pour chaque personne finalement, l'urgence, elle est vue différemment. Mais non, si l'avocat ne répond pas à votre coup de fil à 2h du matin, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Parfois, c'est parce qu'il est en train de travailler sur votre dossier. Et donc avec une clientèle qui pense qu'on est disponible 24 heures sur 24, comment on peut arriver à un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle? C'est difficile. D'accord. Honnêtement, c'est difficile. Il faut pouvoir travailler vite,
bien travailler, c'est difficile. À un moment donné, je pense en tout cas, hein, parce que moi j'ai ma clientèle personnelle, je travaille aussi en qualité de collaborateur. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir être entouré de secrétaires, de stagiaires, sous-traiter certains dossiers quand on en a trop, parce que bon, on peut pas être tout, pas possible. Parfois, on va avoir 3 audiences à 3 endroits différents, une audience à Paris, une audience à Créteil, une audience à Melun. Il faut pouvoir sous-traiter parce que bon, bah, on va peut-être louper des audiences, on va peut-être solliciter un renvoi, il sera peut-être pas accepté. Pour pouvoir en fait se dégager un minimum de temps de repos, oui, il faut déléguer, il faut s'entourer. Quand on parle de tout ce qui est délégation, d'organisation, finalement, quand on est avocat, on n'a pas que la casquette d'avocat, on a aussi la casquette d'entrepreneur. Exactement. Quelles sont les qualités pour qu'un avocat puisse perdurer dans le métier? Les qualités, c'est difficile à dire. Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que à l'EFB, à l'école du coup des avocats, on met pas forcément du coup en avant ce côté où en fait un avocat il est aussi entrepreneur. Un avocat, c'est aussi un chef d'entreprise. Et en fait, il y a tout ce côté finalement entrepreneuriat, marketing. Finalement, on nous apprend pas. On se débrouille un petit peu dans la vie de tous les jours sur comment avoir plus de visibilité. Oui, il y a de plus en plus de formations. On est de plus en plus aidé, mais il n'y a pas de cours en fait au terme duquel on va nous faire comprendre qu'un avocat, c'est aussi un entrepreneur comme tout autre chef d'entreprise qui doit gérer en fait les clients, son organisation de travail, pour qu'il puisse avoir une certaine visibilité. En fait, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et qu'on n'apprend pas forcément. Non, on l'apprend sur le tas. En tant qu'entrepreneur et avocat, on sait qu'on touche souvent à des dossiers de la vie des gens. Comment on arrive à prendre le recul niveau émotion, sentiment, état d'âme, surtout par exemple dans des dossiers en droit de la famille, avec des cas assez sensibles? C'est difficile. Je pense que, enfin, on se dit que bon, un dossier, c'est un dossier, on va pouvoir prendre du recul, mais dans les faits, c'est pas le cas. En droit de la famille, je sais qu'il y a beaucoup de confrères et on le voit en audience qui prennent leur dossier à cœur. Parfois, on se dit que c'est leur dossier. Oui, c'est compréhensible parce que finalement, ils ont absorbé le dossier, ils vont pouvoir mieux le défendre. Oui, il faut pouvoir prendre de la distance, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Forcément. Parce que je pense que quand on enchaîne les dossiers, quand on a beaucoup de dossiers et quand on se laisse pas forcément du temps pour soi-même, on va vite être, en fait, on est vite absorbé par les dossiers, par les clients. Après, c'est bien, hein. Il faut défendre chaque dossier, chaque personne comme si c'était du coup un dossier personnel de notre propre cas. Il y a autant de manières d'exercer que d'avocats, mais comment on arrive à faire face à la compétitivité entre avocats finalement? Difficile à dire. Oui, il faut pouvoir se démarquer. En Île-de-France, à Paris plus précisément, il y a des milliers d'avocats. Certains réussissent à se démarquer en étant du coup visibles sur les réseaux sociaux. Ça va passer par du coup Instagram, LinkedIn avec la rédaction d'articles. Puis d'autres vont pouvoir peut-être se faire remarquer lors de grands procès. J'ai pas encore la réponse à cette question sur comment du coup comment combattre cette compétitivité. Finalement, il y a beaucoup d'avocats en Île-de-France, mais il y a tellement de clients qu'on peut réussir à faire son petit chemin sans forcément être l'avocat le plus connu de Paris ou d'Île-de-France. On peut se débrouiller, il faut réussir à trouver du coup des petites niches pour se différencier. Et après, bah, avec le temps, on réussit finalement à être plus visible et à se démarquer par rapport à d'autres avocats. Hein. Et toi, en tant que personne bilingue, le fait de maîtriser plusieurs langues t'a amené à avoir plus de dossiers que les autres frères ou consoeurs? Plus de dossiers, je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des personnes qui appelaient par hasard au cabinet, c'était souvent des anglophones. On pouvait du coup les prendre, leur parler. Et, oui, après ça devenait de potentiels clients. Après, ça peut être une niche. Je pense peut-être plus en droit des étrangers, parce qu'on a souvent finalement on a des personnes qui viennent du monde entier, qui ne parlent pas forcément le français et qui vont se diriger ou en tout cas avoir la volonté de se diriger vers un avocat qui va pouvoir
pouvoir du coup les comprendre dans leur langue maternelle ou tout simplement en anglais. Ça va être plus facile pour eux de s'exprimer. Oui, ça peut être quelque chose que finalement, oui, on peut mettre en avant pour se démarquer ou avoir plus de clients. Et en termes de stratégie digitale, comment on arrive en tant qu'avocat à pouvoir trouver sa place sur la toile, on va dire? Comment on arrive à pouvoir se démarquer et à remonter en tête des recherches? Encore une fois, difficile à dire. C'est vrai qu'il faut pouvoir trouver la petite chose pour se différencier en termes de contenu. Quand on arrive sur la toile, on se dit bon, bah, on va faire des vidéos comme tout le monde d'une minute où on va parler de comment se défendre, quels sont mes droits. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut pouvoir donner des tips. Pas trop non plus parce que le but c'est aussi de pouvoir finalement avoir des clients parce que si on a donné toutes les cartes finalement on n'a plus besoin d'avocat. Mais après, il faut se dire que bon, bah, si on a donné toutes les cartes, on a donné tous les tips en vidéo, il y a toujours ce côté technique, ce côté du coup, tout ce qui concerne la procédure que le client ne maîtrise pas et que finalement on peut mettre en avant. Souvent, il y a beaucoup de vidéos au terme desquelles on va nous parler de quels sont mes droits, quels sont ci, quels sont ça. On parle pas souvent de procédure, de délai de prescription, forclusion. Ça, c'est peut-être plus des choses à mettre finalement en avant. Mais après, oui, c'est mon point de vue. Encore une fois, c'est difficile de répondre à cette question. Je pense pas avoir encore assez de recul. Pas longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. Ça, je pense qu'il faut quand même pouvoir s'entourer de personnes qui maîtrisent un minimum tout ce qui concerne le digital et le marketing digital de façon générale. Des fois, j'entends des conversations entre clients et avocats. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une fois un client arrive et dise voilà ce que j'ai vu sur Internet? Oui. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive, moi ça m'est arrivé avec beaucoup de jeunes clients. Ça va être des étudiants ou des personnes qui viennent d'entrer dans le monde du travail. Et puis souvent, bah, en fait, ça m'est souvent arrivé, par exemple, pour tous ceux qui viennent quand ils ont des litiges avec leur employeur, ils me disent, bon, bah, moi j'ai vu ça sur Internet, j'ai vu que mon employeur, il pouvait pas faire ça, j'ai vu que je pouvais faire ça. Et donc finalement, j'ai fait ça. Bon. Vous avez suivi ce que vous avez trouvé, peu importe le site, oui. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on ne dit pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et surtout, il y a plein de termes techniques qu'on ne maîtrise pas. Et donc, il faut pouvoir faire ce travail durant le premier rendez-vous de consultation, expliquer au client que oui, il a vu sur Internet que tel texte disait qu'il pouvait faire ça et que son employeur ne pouvait pas faire ça. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une jurisprudence et qu'il peut y avoir des exceptions et qu'il peut y avoir des exceptions aux exceptions. Ça, il faut leur faire comprendre. On peut pas gagner son dossier ou en tout cas avoir gain de cause face à son employeur en se servant finalement de tout ce qu'on trouve sur Google. Mais c'est un travail à faire lors de la première consultation et puis tout le long finalement la gestion du dossier. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec certains avocats ou de les interviewer et souvent ils font face à des procédures qui sont complètement écrites hein, et que les clients ne s'imaginent pas une demi-seconde. Et les clients ils arrivent dès la première consultation, allez-y monsieur, maître, mettez paquet. Alors est-ce que ça arrive? Ça arrive souvent. En fait, les clients ne savent pas qu'il y a des procédures orales, il y a des procédures écrites. Ça, il faut leur faire comprendre, mais il faut le répéter. Il faut le répéter de l'ouverture du dossier jusqu'à la clôture. Il faut leur faire comprendre qu'en procédure écrite, toutes les audiences sont dématérialisées. Littéralement, toutes les semaines, mon client m'appelle et me dit « Alors, c'est quand l'audience? Alors, quand est-ce que vous allez plaider ?» Je passe mon temps à lui répéter parce qu'ils ne comprennent pas que quand il y a une audience qui est fixée, elle est dématérialisée. Tout se passe par mail. Il y a un réseau privé des avocats. En fait, il faut attendre qu'on ait du coup la date d'audience de plaidoirie. C'est ce jour-là que le client va pouvoir se déplacer et qu'on va pouvoir donner le paquet pour le client. Et encore, à Paris, ils ont mis en place un système où quand on reçoit du coup la date, l'audience de plaidoirie, il faut que quelques jours après avoir reçu le bulletin de procédure, on indique au tribunal, donc au greffe, si on souhaite plaider ou pas le dossier. Et si on ne l'indique pas, finalement, greffe, le tribunal va considérer que ce dossier, on le plaide pas, donc c'est un plaidoirie par dépôt, et donc on pourra pas forcément plaider le dossier. Ah oui, d'accord. Ouais. Moi, je l'ai appris il y a pas très longtemps, je l'ai vu dans certains bulletins de procédure. Donc je suis arrivée, je crois que c'était il y a peut-être 2-3 mois. Je suis arrivée en audience à Paris, la présidente, la greffière, toutes les deux, elles me disent, bon, maître, qu'est-ce que vous faites? Je suis venue plaider le dossier.
Ah oui, mais il fallait nous l'indiquer. En fait, il fallait écrire au tribunal pour leur indiquer qu'on souhaitait plaider le dossier. Non, à défaut, c'était une plaidoirie par défaut. Dans les tribunaux judiciaires. Oui, D'accord. mais ça va être de plus en plus généralisé. S'il y a une mise à jour, par exemple. Oui. Même au niveau du réseau privé virtuel des avocats, la plateforme, elle change des fois. Comment, quand on est avocat, parce qu'on doit jongler entre les outils du numérique quand on est avocat, la communication, Oui. le management, le secrétariat, la comptabilité. Comment on fait pour voilà, se dédoubler avec toutes ces casquettes, pouvoir quand même s'en sortir? C'est dur. Il faut se former et encore une fois, il faut être entouré de personnes compétentes. On est avocat, on n'a pas forcément des compétences en management, en marketing, digital, et donc il faut pouvoir s'entourer de personnes qui ont ces compétences-là ou sinon faire des formations. Et c'est aussi pour ça qu'on a du coup plusieurs heures de formation obligatoires à effectuer chaque année. Il y a un stéréotype. Certains pensent que les avocats peuvent fixer les honoraires comme ils veulent, hein. Mais normalement, il y a des règles. Oui, il y a des Voilà, il y a règles. des règles par barreau, je crois. Et comment ça se passe? Alors, il y a 2 façons de fixer finalement, les honoraires. Soit on va faire un forfait, donc on va fixer du coup finalement, une somme qui va comprendre un certain nombre de diligences. Soit on va finalement fixer les honoraires finalement au temps passé à l'heure. Pour le temps passé, il faut aussi se dire que quand on est jeune avocat, on va peut-être pas tout de suite fixer, le taux horaire à, 400-500 € de l'heure. C'est pas raisonnable parce que bon, on vient de sortir de l'école, on n'a pas forcément acquis toutes les compétences techniques. Et en même temps, oui, on sort de l'école, mais on a aussi finalement toute cette connaissance, on est à jour de la jurisprudence. Il faut pouvoir trouver le juste milieu. Mais en général, le taux horaire finalement, il va monter en fonction finalement des années d'expérience de l'avocat, la technicité peut-être du dossier, ou tout simplement finalement du domaine de compétences. Que vous sortiez de l'école ou pas, si votre domaine de compétences c'est le droit fiscal et précisément, je sais pas, la TVA, vous n'allez pas forcément fixer votre taux horaire à 150 €. Ce sera peut-être finalement beaucoup plus. Et pour le forfait, c'est difficile. C'est difficile parce que des fois on n'a pas assez le recul sur finalement toutes les diligences à effectuer finalement dans le dossier. Et donc c'est pour ça que certains vont privilégier l'honoraire au temps passé. Comme ça, on se fait pas avoir, on sait qu'on n'est pas perdant et que bon on a travaillé pour un montant qui nous est dû. Alors que pour le forfait, si on fait mal nos calculs, et ben parfois on est perdant. Surtout quand on est sur un dossier, je sais pas, de divorce ou en droit du travail, où parfois ça va durer à minima 1 an. Si on a facturé que 1 200 € et qu'il y a des milliers un certain nombre de diligences à effectuer, parfois on va travailler à perte. Donc il faut trouver le juste milieu, et c'est pour ça aussi, je pense que dans certains cas, il faut fixer un honoraire de résultat. On fixe un forfait, pas trop élevé. Il faut aussi prendre en compte, quand on fixe les honoraires, il faut aussi prendre en compte les revenus du client. C'est pas comme ça à la tête, des règles qui sont du coup dans le RIN. Il faut aussi prendre en compte le revenu du client, la renommée du cabinet, le RIN, Règlement intérieur national de la profession d'avocat, donc autrement dit le RIN. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte quand on fixe les honoraires. Il faut pas se dire que les honoraires sont fixés, qu'il y a pas de règles et qu'ils sont fixés à la tête du client, c'est faux. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jessica d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à toi Béatrice, avec plaisir. Voilà, de toute façon, on mettra en barre d'infos les liens par rapport à son cabinet. Voilà, Merci. à bientôt.